Et voici cette fois une vidéo qui va vous parler du symbolisme. Symbolisme qui est un mouvement qui se développe donc à la fin du 19e siècle et ce, surtout jusqu'à la Première Guerre mondiale. Je parle d'un mouvement plutôt que d'un style. Effectivement, comme nous l'avions vu par exemple pour le romantisme ou le réalisme, il ne s'agit pas d'une façon de peindre, de poser les couleurs, d'avoir des coups de pinceau ou des choses comme ça quand on parle du symbolisme. C'est plutôt au niveau des thèmes et de la façon de voir le rôle de l'art que le symbolisme se caractérise. Ainsi, dans le cadre du symbolisme, il y a vraiment une quête d'essayer d'atteindre un monde intérieur. Le rêve, par exemple, peut être fréquemment utilisé pour atteindre ce monde intérieur, mais il arrive également régulièrement, et Baudelaire en était un exemple, d'utiliser des drogues, par exemple, ou de l'alcool. Baudelaire a écrit un texte qui s'appelle Du vin et du hashish, et nombre d'artistes utilisaient des drogues ou de l'alcool ou voire même l'hypnose qui se développe à cette période-là pour essayer d'atteindre un monde intérieur au-delà des apparences. Il est intéressant de savoir que à la charnière du début du XXe siècle, nous sommes à l'époque de Freud aussi et du développement de l'idée de l'inconscient. Ce thème de l'inconscient, cette réalité cachée qui est au cœur de chacun de nous, est quelque chose qui va fortement toucher les artistes durant cette période, même si l'influence directe de Freud arrivera un petit peu plus tard, plutôt à l'époque du surréalisme. Mais cette quête du monde intérieur, du dépassement des apparences des choses pour essayer d'atteindre une vérité intérieure, est vraiment quelque chose qui caractérise le symbolisme. Et le terme de symbolisme est d'ailleurs caractéristique de ce principe puisqu'il s'agit d'atteindre une vérité cachée au travers d'un symbole qui la représente. Et ce monde caché de correspondance, par exemple, Rimbaud aussi en littérature l'a développé au travers de ses textes justement intitulés correspondance. On peut d'ailleurs caractériser le symbolisme par le goût de développer des liens entre les différents arts. On appelle ça la synesthésie. Et cette caractéristique de lien entre les différents arts fait que les artistes écrivains, peintres, musiciens se regroupaient fréquemment dans des salons pour partager leur expérience et créer des éléments en commun. Je vous montre comme artiste du symbolisme, par exemple, Odillon Redon, cette idée de l'araignée souriante qu'il peint déjà en 1881. Et quand vous voyez la façon dont l'œuvre est faite, on sent bien qu'on est dans un univers de rêve, ou plutôt de cauchemar peut-être, au travers de cette image de l'araignée qui est très peu réaliste. Certes, elle a 8 pattes, mais ce gros corps poilu avec ce rictus, rictus souriant que vous voyez au niveau de la bouche de l'animal ou l'œil qui apparaît ici a un côté un peu anthropomorphe qui ne correspond sans doute pas à une réelle anatomie d'araignée. Et donc, on sent bien qu'un artiste comme celui-ci évoque un univers qui est au-delà des apparences, mais où le thème de l'angoisse ou de l'omniprésence de cet animal un peu rieur, un peu menaçant, est facilement perceptible par chacun. Je voulais aussi vous parler de Rodin pour le symbolisme dans le domaine de la sculpture au travers d'un exemple qui me semble assez significatif. Pour la petite histoire, Rodin avait reçu la commande de la part de la Société des gens de lettres de la réalisation d'une sculpture qui représenterait Balzac. Balzac, mort depuis plusieurs décennies, en 1891, quand Rodin reçoit la commande, et que Rodin n'a jamais connu personnellement. On lui demande donc de faire un portrait de Balzac. Et Rodin démarre en partant de l'observation de quelques tableaux qui existent, comme celui de Boulanger que vous voyez ici à gauche, qui représente Balzac de façon assez réaliste. Il part de quelques photos aussi et il se met à faire, en tant que sculpteur qu'il est, des ébauches, des représentations de portraits dont vous voyez qu'au départ, ces représentations sont assez réalistes.
D'autres exemples ici, ça c'est une photo de Balzac qui avait été prise par Nadar et vous voyez que là aussi ça a servi à Rodin pour réaliser ses premières représentations en buste. Mais il va aller plus loin dans sa démarche. Il va par exemple lire l'œuvre de Balzac pour mieux comprendre l'artiste. Il va aussi se rendre à Tours où Balzac a vécu afin, disait-il, d'essayer de trouver une physionomie caractéristique de la région. Et sur place, d'ailleurs, il a trouvé un conducteur, le conducteur de Tours, comme on l'appelle, qui a été ici pris en photo et dont vous voyez qu'il a un peu la corpulence et le physique de Balzac. Et Rodin, qui aimait travailler à partir de l'observation du réel, va demander à ce personnage qui ressemblait un peu à Balzac de lui servir de modèle pour avoir un soutien à son imagination ancrée dans la réalité. Il va donc faire une série d'études et par exemple les deux visages que vous voyez ici sont directement inspirés du conducteur de Tours, comme on l'appelle, mais vous voyez aussi que la version finale, ceci s'approche de la version finale, s'en détachera fortement et évoluera. Alors, l'artiste va aller plus loin aussi. Par exemple, Balzac avait l'habitude d'écrire enveloppé dans un grand peignoir. Eh bien, Rodin va acheter un peignoir à l'image de celui que possédait Balzac, le tremper dans le plâtre et puis le placer comme ceci, vous voyez, sur un support pour que le soutien durcisse, pour à nouveau lui servir de soutien à l'aspiration de la création de son œuvre finale. Il va aussi, par exemple, commander des vêtements qui avaient été faits, qui ont été faits par le tailleur de Balzac, aux mesures de Balzac, pour essayer d'avoir une idée de sa corpulence, de voir comment il était habillé. Et vous voyez que Rodin continue pendant 2 ans, là, déjà, ça fait 2 ans qu'il travaille, à faire une série d'ébauches. Rodin, j'aime bien le dire, Balzac, pardon, un peu en surveillant d'école. Vous voyez qu'il est adossé contre un muret, assis, les bras croisés. On dirait qu'il surveille, dans une position un peu de recul, on dirait qu'il surveille un peu ce qui se passe devant lui. Ou ici, Balzac représenté dans une position plutôt détendue, un peu souriante, avec le col de son peignoir qui est ici déplié. Mais il va plus loin et comme toujours, il veut partir de l'intériorité des choses. Eh bien, Rodin va aussi faire des études de Balzac nu. Balzac nu, ici, vous voyez, il étudie son corps et c'est un Balzac plutôt musclé, athlétique, qui est représenté, ou ici un Balzac dynamique, vous le voyez, à nouveau nu, en érection d'ailleurs, avec le peignoir qui est posé sur ses épaules dans un mouvement plutôt dynamique et décidé. Sachez que nous sommes ici dans les années 1892 jusqu'à 95-96 et que à cette période, la Société des gens de lettres, qui était constituée d'académiciens, va demander à venir voir ce que Rodin a produit dans son atelier. Et quand ils viennent, ces académiciens découvrent ce genre d'œuvre qui représente Balzac, Balzac nu, qui d'ailleurs tient son sexe à la main ou là en érection. Et ce sont évidemment des choses qui, pour des académiciens, vont profondément les choquer, qui vont les amener d'ailleurs à vouloir attaquer Rodin même en justice pour qu'il livre le Balzac dans les délais. Théoriquement, il devait le livrer en 1893. Vous voyez là que nous sommes en 1895. Il va tarder d'ailleurs jusqu'en 1898 pour livrer son œuvre. Et donc, dans le monde français, une bataille va exister dans la presse également. D'un côté, pour ceux qui sont contre Rodin et son Balzac qui est anti-académique et qui est donc indécent, trouve-t-il, et de l'autre côté, toute une série des gens qui seront pour Rodin parce qu'ils estiment qu'il faut la liberté créatrice à l'artiste et qu'il faut le laisser chercher parce que son portrait doit représenter plutôt un Balzac sous son aspect littéraire, une œuvre qui va représenter l'âme de Balzac plutôt que son apparence extérieure. Au final, voici l'œuvre que Rodin va fournir à ses commanditaires en 1897. Regardez ce Balzac et pensez comment les académiciens vont le recevoir. Ça va être évidemment totalement refusé. Cette œuvre qui ressemble un peu à un menhir dressé va choquer. D'abord parce que le vêtement est informe.
Vous le voyez ici. Il se dresse d'un jet, on retrouve à peine les manches du vêtement à gauche et à droite, mais vous voyez aussi que le visage de Balzac jaillit au-dessus de ce menhir dressé, avec des traits qui sont épaissis, hein, un coup de taureau également, comme vous pouvez le percevoir ici, très puissant, qui est très loin d'un portrait correct, académique de l'artiste. Mais Rodin, au travers de cette œuvre, a vraiment voulu représenter plutôt, comme je vous le disais, l'âme de Balzac. Le côté phallique de l'œuvre, jaillissant, évoque la puissance créatrice de Balzac, la puissance littéraire de cet écrivain qui jaillit du sol et qui se dresse face au monde. Également, et ce jaillissement se sentira pratiquement jusque dans la chevelure qui jaillit au-dessus de la tête. Je vous le montrerai dans une autre image. Mais également, vous sentez que le personnage se dresse avec une position un peu de recul et d'observation par rapport au monde. Regardez par exemple combien les yeux sont enfoncés dans les orbites, ce qui crée une ombre sur les yeux et donc qui crée un peu l'équivalent de l'attitude de Balzac dans ses romans. En fait, Balzac dans ses romans, si vous les avez lus, crée une analyse du monde. Il regarde la bourgeoisie de son époque, il l'analyse et il la critique. Et cette position un peu de recul que vous voyez dans la représentation de Balzac par Rodin correspond à cette attitude de Balzac dans ses romans, à savoir Balzac est représenté par Rodin comme un personnage qui observe le monde, qui le scrute et qui se dresse face à lui au travers du jaillissement créateur de son œuvre. C'est donc non pas un portrait de l'extérieur de Balzac, de son apparence extérieure, photographique, d'ailleurs les photos le font beaucoup mieux que la sculpture, mais il s'agit au travers de sa sculpture d'exprimer la puissance créatrice et l'intelligence, la force de l'œuvre de Balzac. Voici un autre détail, c'est évidemment le côté modelé directement dans la terre, brut de la surface qui a été critiqué, mais également ce coup de taureau, comme vous le voyez, ce côté très loin d'une beauté idéale apollinienne à la manière de l'antique, qui a été critiqué avec, regardez les exagérations, par exemple dans la saillie de l'arcade sourcilière que je vous ai évoquée juste au préalable, ou cette mèche jaillissante qui retombe sur le front ici. Cette œuvre a donc été mal reçue à son époque par les académiciens, mais sachez que toute une partie des artistes d'avant-garde vont estimer que cette œuvre est de grande qualité et vont essayer de la faire couler dans le bronze, rassembler l'argent pour la faire couler dans le bronze. Rodin, qui n'aimait pas s'engager dans ces choses-là, va préférer reprendre sa sculpture, la garder dans son atelier et sachez que la première fois qu'elle sera coulée, c'est pour le musée Middelheim à Anvers en 1931 et donc elle sera coulée en Belgique pour l'exposer en Belgique avant même d'être exposée en bronze en France, et ça datera de 1939 si mes souvenirs sont bons pour la France. Voilà donc pour une œuvre emblématique du symbolisme, puisque cette œuvre vise vraiment d'abord à un rapport avec la littérature, alors que nous sommes dans le domaine de la sculpture, le rapport entre les différents arts dont je vous ai parlé, mais également c'est une œuvre qui vise à exprimer l'âme de Balzac, l'œuvre de Balzac, plutôt que son aspect extérieur, ce qui caractérise donc le symbolisme. Merci pour votre attention.